de révolutionner comment on peut avoir un impact dans la vie des gens à travers soit les pétitions, les organisations citoyennes. Donc, Alain Mignot, je t'invite à venir partager ta belle histoire en tant qu'entrepreneur et également ange financier. Alain Mignot, une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup, Dorothée, de cette belle introduction. Donc, je suis ici aujourd'hui pour parler vraiment de mon parcours, de vous dire par où j'ai passé, qu'est-ce qui m'a vraiment motivé à réaliser ce projet audacieux qui allait même au-delà de ce que je pouvais espérer être en mesure de faire. Je suis rendu probablement à la 10e slide. Attendez. OK. Donc, je suis né à Saint-Henri, dans un quartier très défavorisé. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Henri à Montréal. Surtout dans les années 70, je pense que présentement, c'est un peu mieux. Mais je suis né sur la rue Saint-Philippe dans une famille de 5 enfants. Je suis le plus jeune. Et particulièrement, qu'est-ce qu'il y avait de spécial à Saint-Henri? On était très pauvres. Et lorsque je dis très pauvre, je dis toujours aux gens pour vous dire exactement dans quel confort on était, je dis toujours, je suis né dans une ruelle, dans une poubelle, couverte, fermée. Pourquoi? Parce que oui, on en a mangé des patates frites, oui, on avait du sucre blanc à mettre sur les toasts le matin, et c'était notre quotidien, à part que lorsqu'on se bataillait, moi et ma sœur, devant le réfrigérateur pour savoir qui était pour manger les restants ou de la veille ou d'il y a 2 jours ou 3 jours. Donc, mes parents se sont divorcés très tôt. J'avais approximativement 1 an. J'ai eu l'occasion, je ne sais pas si je peux dire encore l'occasion, de vivre, de faire un an, je crois, 1 an et demi chez les petites sœurs. J'ai des beaux souvenirs comme des mauvais souvenirs. Ainsi, j'ai déjà expérimenté le sociofinancement. J'avais à peine 9 ans, 10 ans. Je me plantais sur le coin de la rue, sur la rue Notre-Dame, et puis je demandais de l'argent aux gens. Pourquoi? Parce que je me sentais responsable de la pauvreté de ma famille. Et puis, il fallait que j'amène de l'argent pour nourrir. Donc, rapidement, même si on croit qu'à 10 ans, 12 ans, on n'a pas de prise de conscience, je ne sais pas si c'est juste moi, mais lorsqu'on vit, excusez-moi, dans la misère totale, pour ne pas dire de la merde, à un moment donné, il y a des effets de prise de conscience qui te viennent à l'esprit. Tu te dis, comment je fais pour me sortir de ce trou? Non pas de quitter la famille, mais au moins d'essayer de faire ma part. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que Alain, comme le présentateur auparavant disait, il n'y a personne qui va te sortir de la merde sauf toi-même. Donc, j'aime bien cette slide, be your own hero. Donc, effectivement, j'ai commencé à me sentir un héros rebelle dès l'âge très jeune, parce que, vu la pauvreté que j'avais vécue. My first job, à 12 ans. C'est vraiment vrai. Mon premier travail, j'avais à peine 12 ans. Qu'est-ce que je faisais? La première des choses que je me disais, c'est de régler le fait que j'avais un manque de nourriture, on se battait, à part que les ballonnés, là, qu'on voyait les tranches, on voyait au travers. Mon frère est là pour le démontrer que c'est la vérité. Donc, je me disais, OK, comment faire? Donc, mon premier travail était dans un restaurant de patates frites sur la rue Notre-Dame. Qu'est-ce que je faisais? Je lavais le plancher et je faisais la vaisselle. Qu'est-ce qu'il me donnait? Rien. 2 hot dogs et une patate. C'est comme ça qu'ils me payaient. Pourquoi? Parce que j'étais satisfait. Mon problème de nourriture était réglé d'un sens et puis j'étais bien heureux. Après ça, je me suis mis à parcourir un peu les jobs. J'ai trouvé un emploi pour la presse. Je me souviens, froid, pas froid, je traînais mes gros sacs le matin, le samedi, puis j'allais passer la presse, la voix populaire. J'ai vendu des encyclopédies Grolier. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas fait, même la Maison des Jeunes à Montréal. J'ai participé, je faisais des contrats de tout genre. Donc, pas surprenant avec une enfance telle que j'ai eue, à 15 ans, encore, je me sentais un héros, un vrai. J'ai dit bye-bye à ma mère. J'ai dit, vos problèmes, j'en veux plus. Donc, je suis sorti de la maison, je suis allé habiter en appartement. J'étais un peu audacieux. J'ai dit à mon grand frère, qui n'est pas Richard, mais qui est un autre, je dis, viens habiter avec moi. Donc, j'avais à peine 15 ans. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'après 6 mois, je l'ai foutu à la porte. Pourquoi? Parce que Mario, mon frère, il dépensait tout l'argent. Je gagnais 3,54 $ de l'heure à l'aubainerie Croteau.
puis il venait vider le réfrigérateur avec les girlfriends qu'il avait trouvées sur la rue. Donc, je l'ai foutu à la porte et j'ai continué seul en appartement. Après ça, j'ai eu quand même une bonne aventure en tant qu'entrepreneur. On me dit un entrepreneur en série. J'ai vraiment pas le temps de vous dire aujourd'hui tout ce que j'ai réalisé, vraiment. Mais rapidement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Français à un moment donné dans un bar français et puis on a échangé. Finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas importer des meubles de la France? Pourquoi? Ben, j'ai bien compris qu'on était dans ce temps-là dans le franc. On achetait une armoire qui est en train de tomber, c'est ce qu'on appelle de l'antiquité, puis les gens aimaient ça, je détestais. Par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'à 200 francs, pour on vend ça 2000 $ ici, c'était payant. Donc, la première entreprise, JPA Antiquité, au coin de la rue Duluth et Berry à Montréal. Vendue par la suite, bien sûr. J'ai eu l'occasion aussi d'avoir, par la suite, une entreprise d'entretien et réparation. J'ai fait de l'entretien ménager, j'ai même réalisé de bons contrats avec Bell Canada. J'avais quand même de bons contrats. J'ai nettoyé la centrale hydroélectrique à Carillon, des bonnes choses. Et j'ai même été enseignant au projet PAR. J'enseignais à des personnes adultes qui voulaient retourner sur le marché du travail dans ce temps-là. Mais, un tournant. Cette fameuse machine à condom. C'est quoi? C'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un et j'étais à la recherche de l'emploi. Il me dit, Alain, je connais quelqu'un qui cherche un représentant. À peine, je ne savais même pas vendre. J'ai appris, c'était quoi? Ça s'appelait Gamopop. Gamopop était l'entreprise qui fabriquait des machines à condom que vous voyez partout ici à Montréal. Bon, il y en a d'autres. Maintenant, il y en a d'autres. Donc, j'étais représentant pour cette entreprise. 6 mois plus tard, ils me devaient de l'argent. Avant de me payer, ce qu'ils ont fait, ils ont déclaré faillite. Donc, je leur ai dit, wait a minute, j'ai pris les machines à condom, je les ai traînées dans ma voiture pendant 6 mois avant que je commence à installer ces machines partout à Montréal. Et oui, après 2 ans, résultat, j'en avais 300. Mon frère était partenaire avec moi. On a eu des machines à condom, des machines à tampons, finger tickler, Cochrane, anyway, toutes sortes de choses comme ça qui faisaient que ça se consommait dans les bars. D'ailleurs, on passait nos soirées dans les toilettes. Je regardais les mecs craquer, puis je trouvais ça incroyable parce que, bon, c'était mon argent qui tombait dans la machine. On a eu par la suite vous savez, c'est quoi? Des trucs qui tournent, on appelle ça des gaz-pompes ou des... peu importe, je m'en souviens plus, Richard. Comment? Ah, des spirales, des machines avec la gomme qui tourne. On a eu des machines à café, des machines à coke, on a eu toutes sortes de choses. Et par la suite, je vous dis pas mon âge, mais il reste que, à un moment donné, aujourd'hui, on a l'Internet au bout du fil. Mais cette machine, c'est une borne Internet, pas un téléphone. C'est une borne Internet. Et pourquoi? Parce qu'avant qu'il y ait de l'Internet dans les maisons, ben moi et mon frère, on en avait installé au quartier latin, cinéma, galerie d'Anjou. On avait plusieurs centres commerciaux là où nous avions des machines à Internet. Qu'est-ce qu'on faisait? On mettait 2 $. Imaginez, là, 2 $, et vous allez sur la machine et vous pouvez aller sur la toile du Québec. Il y en a qui s'en souviennent de ça, la toile du Québec. Et c'est à partir de là qu'on allait prendre nos mails. Ça a changé depuis. Et on a vendu. Photo souvenir que j'ai trouvé dans mon garage. Donc, moi et mon frère, c'est vraiment la réalisation du succès. Pourquoi? Parce que c'est... Écoutez, je ne peux pas vous imaginer, lorsqu'on arrive à la banque avec un diable, 2 diables, et sur le diable, là, il a juste taqué juste des boîtes d'argent de 2 $, de 1 $, de 25 sous. Imaginez, là. Il fallait aviser la banque lorsqu'on venait faire un dépôt. Je comprends, parce qu'on avait 2 diables remplis de cash. Donc ça, c'était notre succès des machines, et on a tout vendu. Donc, ça change. Donc, suite à ça, après avoir réalisé ce succès, j'étais quand même très bien à l'aise financièrement. Je vous dis pas le reste, mais il me manquait un quelque chose. Et puis, il fallait que je réalise, il fallait que j'écoute cette intuition qui était en moi. Laquelle? C'est de m'arrêter puis me poser la question, cette course effrénée, j'allais dire au cash, mais au succès, c'est quoi au juste? C'est quoi au juste? Est-ce que le bonheur, c'est vraiment d'aller chercher un maximum ou, à un moment donné, il faut aller faire un petit tour à l'intérieur? Donc, à partir de là, je suis curieux de nature.
j'ai parcouru tous les ashrams de Montréal. Je suis allé voir les Krishna, je suis allé voir les bouddhistes, je suis allé voir Sai Baba, je ne sais pas si vous connaissez, vous allez tomber à terre lorsque vous voyez. Je suis allé voir les raéliens, j'ai pissé dans mes culottes de rire. Je suis allé voir les évangélistes, je les ai tout faits. Après ça, ça a été vraiment la quête des Écritures. J'ai tout lu. J'ai lu les Écritures apocryphes de Nag Hammadi, de la Haute-Égypte, la Bible, le Coran, les Écritures, le Lotus du Sutra des bouddhistes, whatever. Donc, c'était ma quête intérieure. Pourquoi? Parce que moi, je crois sincèrement, pour réussir, il n'y a pas juste le coco, il n'y a pas juste la logique, il y a un feeling intérieur, il y a un sentiment. Et ce sentiment, c'est une intuition. Et lorsqu'on se fait guider, on apprend à travailler avec nos forces intérieures, ben, Dieu siège, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, à 27 ans, j'ai décidé de me reprogrammer. Et comment est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un livre, un manuel de 200 pages que je conserve encore. Et qu'est-ce qu'il disait, ce manuel? Si j'avais le temps, je vous lirais cette belle phrase-là. C'était incroyable, cette phrase. C'est le sacrifice à faire lorsqu'on veut vraiment réussir. Ce que j'ai fait, je me suis reprogrammé. Et de quelle façon? Il y a une façon de se reprogrammer, s'auto-motiver, s'auto-hypnotiser. Il y a toutes sortes de méthodes. Là. De toute façon, maintenant, c'est beaucoup plus connu. Mais oui, lorsqu'on a des ancrages à l'inconscient, des fois, ça nous empêche de réussir. Parce que ça nous donne des peurs pour réussir. Donc, il faut les connaître, puis il faut les surmonter. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'est-ce que ça me donnait d'avoir fait une quête intérieure. Mais pour moi, là, le plafond, là, il n'y en avait plus. Il n'y avait pas de limite au ciel. Et pourquoi? Parce qu'en quelques années, j'ai réalisé des achats d'immeubles jusqu'à 307. Je me suis tapé 200, 300, 500 unités. Donc, il n'y avait plus de limite. Et en 2005, j'ai vraiment tout vendu, mon parc immobilier, 307 unités. Et comment j'ai fait pour me ramasser avec ça? Ben, c'est très simple. C'est qu'une personne qui croyait en moi plus que moi, je croyais en moi-même. Et cette personne m'a passé 400 000 $. Il me dit, Alain, tu me donnes 18 % d'intérêt à tous les mois. Tu rénoves, tu augmentes les loyers, tu refinances et tu me repayes. N'oublie pas. Et ça a marché. Ça a marché avec un 74, mon premier immeuble, avec un 105, un 61, 51. Mais attendez, ça c'est facile. Mais lorsqu'on a une première hypothèque sur la tête, je me suis assis sur le bord du trottoir, mon ex-femme me disait « Non, fais pas ça ». Puis tout le monde me disait « Non, fais pas ça, c'est dangereux, un 71, 74 $. Voyons, on commence par un 6 ». D'ailleurs, je voulais acheter un 6. Ben, je me suis ramassé avec un 74. Mais je me suis vraiment posé la question. Et la réponse, je viens d'une poubelle dans une ruelle. Qu'est-ce que j'ai à perdre, Alain? T'as rien à perdre. Do it. Essaye-le. Essaye. Et c'est comme ça qu'on réussit. L'audace. L'audace. Donc, après avoir tout vendu, ce que j'ai fait, je passais 2 années sabbatiques. Bon, on appelle ça sabbatique. Pourquoi? Point de vue fiscalité, il fallait plus retoucher à l'immobilier pour fiscal. Donc, j'ai fait du day trading. Je suis allé à l'école Day Trading Canada. Pourquoi? Parce que j'ai lu tous les livres inimaginables, les Golden Boy, les crashs boursiers, et ainsi de suite. Je connais ça plus que le sport, d'ailleurs, excusez-moi. Et j'ai fait du day trading pendant 1 an. J'ai ouvert, pendant ces 2 années sabbatiques, n'oubliez pas, j'ai ouvert 2 presse-cafés parce que je voulais sortir ma charmante femme de la maison. Donc, j'ai ouvert 2 presse-cafés. Mon ex-femme, excusez. Et puis, je suis devenu coach. La banque a bien vu ce que j'ai pu réaliser. Ils se sont dit, ben lui, il n'est pas si fou que ça, même s'il vient de Saint-Henri. Donc, pourquoi pas? Donc, j'ai commencé à référer des clients. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à donner du coaching. Et cela dure depuis ce temps-là. Donc, oui, je suis un expert en immobilier. Ben, moi, j'ai toujours dit que je ne le suis pas, mais les gens le pensent. Bon, anyway. Après mes 2 ans, il fallait que je retouche encore au marché de l'immobilier. Pourquoi? Parce que c'est simple. Je comprends l'immobilier comme 1 plus 1 est égal 2. Donc, j'ai recommencé cette fois-ci avec mon frère, comme partenaire. Et on a recommencé, même cette fois-ci, dans les plus petites unités, avec des subventions. Puis on a bien mené les choses. On s'est rendu à 200 quelques unités. Encore cette foutue intuition intérieure qui me tombe sur la tête. Et là, je me suis dit, c'est qui cette intuition et pourquoi? Et là, je me souvenais que j'avais un rêve d'enfance. Et ce rêve, c'est le titre de la première slide. Que je pense
d'être en mesure de pouvoir apporter quelque chose à la société. Et comment? Et comment? Et ça a été mon mystère, parce que je ne savais pas quoi faire au début. Donc, j'étais à Cancun, étendu dans un hamac. Et là, j'ai mon intuition qui me dit, Alain, tu n'as plus de raison de ne pas démarrer ce que tu as toujours intérieurement voulu faire. Un projet à impact social. Quoi? Est-ce que j'allais chanter une chanson, écrire un livre? Aucune espèce d'idée, mais je savais qu'il fallait que je fasse de quoi. D'ailleurs, j'avais assez dépensé dans ma vie, j'avais tout obtenu ce que je voulais. Je me suis dit, mais pourquoi pas le faire? Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Le constat. Imaginez-vous donc. Je ne sais pas si vous savez, hein. Ici, on est paisible, là, on parle, on s'amuse, vous m'écoutez. Mais il reste que des enjeux en ce moment et ça évolue à grande vitesse. On dit dans le rapport de Planète 2012 que d'ici 2021, c'est pas moi là, c'est des scientifiques, 2021, on a besoin d'une deuxième planète pour vivre. Ça vous allume pas? Y a-t-il un problème, lequel on ne sait pas, mais il me semble, il y a le feu, peu importe où ce qu'il est, Chris, excusez, il y a le feu. Donc, et pourquoi? Parce que nous sommes dans la 5e plus grande période d'extinction de la race en ce moment, selon les anthropologues. Il y a des sérieux problèmes à régler. Donc, je me suis basé sur ces urgences, des enjeux pour... Excusez, c'est sensible, hein? Voilà. Donc, je me suis basé sur ces urgences pour définir mon projet. Mon projet qui est quoi? En fait, c'est pas juste un projet, c'est un défi. Hein? Parce que j'en avais pas besoin d'autres, mais je m'en ai soumis un de plus sur l'épaule. Donc, mon défi était vraiment un changement de comportement, de société humanitaire. Parce que le problème, c'est pas les enjeux. C'est un problème d'identité personnelle. Donc, j'ai créé la plateforme WeRose. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette plateforme? À quoi on se différencie? C'est très simple. Présentement, il y a un énorme marché pour les pétitions parce que les gens savent très bien qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose. La pétition, ça existe, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui croit qu'avec une simple pétition, que l'on va changer les choses. C'est pour ça que WeRose offre des actions qui vont au-delà de la pétition. Donc, le boycott, on a le boycott, on a le recours collectif. Vous avez tous entendu parler probablement d'Hydro-Québec il n'y a pas si longtemps. On a fait une mise en demeure, on a ni plus ni moins, la coalition a envoyé 1,4 milliard en mise en demeure au gouvernement il y a 3 semaines. Ça appelle tous les médias du Québec. Donc, on se différencie par les actions et n'oubliez pas, c'est un réseau social. Quelques maquettes du site. L'avant-dernière. Ma meilleure d'ailleurs. Vous savez, lorsque j'étais en atelier pour développer mon site, j'ai défendu les gens d'utiliser le mot « changement ». On était un focus group. Ils me disaient « Mais Alain, qu'est-ce que tu veux qu'on utilise comme mot si tu veux pas que j'utilise le mot « changement ». Je dis « Écoutez, le mot « changement » a été dilué par l'inaction. On s'entend? Parce que si on avait à changer, là, on aurait passé à l'action, ça fait longtemps qu'on aurait bougé. Donc, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on utilise ?» Je leur ai dit, pour moi, le mot « changement », ça représente le mouvement et le silence. Et là, ils m'ont dit, là, je sais, ils me regardaient avec des gros yeux, c'était les Wardo. J'ai écouté, c'est simple, tu fermes ta gueule puis tu bouges. C'est ça que ça veut dire, le changement. Pour moi. Et là, je retrouve ce message que tout le monde connaît dans Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir le monde. Mais il y a un problème dans cette phrase. Le mot « changement », il est là. Mais lequel qui s'accroche au changement? C'est le soyez, être le changement. Parce que si c'est pas nous qui bouge, qui va le faire? On connaît les enjeux. Lorsqu'on va avoir le feu au derrière, est-ce qu'on va bouger? Donc ça veut dire être le changement. Et c'est ça que je veux sensibiliser. C'est ça l'investissement d'impact social. De dire aux gens, il faut se manier le derrière. Et comment? Chaque personne ici a sa façon de contribuer à l'activisme, à son niveau d'engagement. Que ce soit lorsque vous emballez les sandwichs le matin de vos enfants, au lieu d'utiliser du sucre tie-wrap, ben pas des tie-wrap, des sarin wrap, ouais, des tie-wrap, sarin wrap, ben vous pouvez utiliser autre chose. Moi, j'ai réalisé une fois,
j'étais au Wendy's avec mon enfant. Je voulais faire le fin finaux, j'ai mangé une salade. J'ai vu tout le plastique, le bol de salade, le crouton, la crème sûre, les fourchettes, tout dans du plastique, toute la pollution. Donc, effectivement, We Rose est un réseau social. Mais un réseau social sans personne, sans communauté, vous savez ce que ça fait? Ça meurt. C'est comme des panneaux solaires, pas de soleil. Ça marche pas. Donc, la contribution, les fonctionnalités de ce réseau, le réseau, c'est la machine. Mais ceux qui vont apporter le changement, qui vont faire vivre ce réseau, ben c'est vous. C'est des gens qui ont à cœur le changement. Peu importe la façon que vous allez vous impliquer. Donc, finalement, pour terminer, parce que si j'avais toute la journée à vous parler, je le prendrais bien sûr. Je vous dis merci. Ça m'a pris 5 ans de travail. Je vous ai pas tout dit. Malheureusement, j'en ai plein. Et puis moi, je dis toujours, vaincre ou mourir avec vos rêves. Et je vous souhaite de vaincre. Je vous souhaite de faire tout ce que vous avez désiré, tout ce que vous avez comme inspiration. Il faut essayer. D'ailleurs, on est rendu 205 000 personnes sur le site. Nous sommes, non, excusez, 105 000 personnes sur le site présentement. Nous sommes dans 205 pays présentement. Donc, ça va super bien. Ça fait 7 à 8 mois. On n'a pas encore eu le lancement. Ça promet. Merci beaucoup. Merci, Alain. On va poursuivre avec notre 3